Bonsoir et bienvenue sur Radioverse, c'est l'heure de l'hebdo de la nuit. Le principe est simple, chaque semaine, un chroniqueur de l'équipe prend les commandes et raconte l'actualité à sa manière. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle, à travers quelques articles parus ces derniers jours. C'est l'heure de la revue de presse. Au commencement était le faux témoin. Père Marc révèle sur M6 dans l'émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet, avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Scoop! Évidemment, le lendemain, l'évêque de Carcassonne explique qu'il n'y a pas de Père Marc dans ce monastère, que Xavier Dupont de Ligonnès n'y est jamais passé, que personne du monastère n'a appelé la chaîne et que non, dans l'Église catholique, le secret de la confession, ce n'est pas une exclue qu'on balance entre deux écrans pubs. Au commencement fut le Verbe, celui de Julien Courbet qui, pour défendre son honneur et M6, explique, le cœur sur la main, que, je cite, en substance, s'il avait fallu vérifier les témoignages, il n'y aurait pas eu d'émission. Julien Courbet ajoute en gros qu'à 23h, il ne pouvait pas joindre l'évêque de Carcassonne pour vérification. Mais le cœur du problème, ce n'est pas qu'il n'ait pas réussi à joindre l'évêque. Le problème, c'est qu'ils aient trouvé normal de diffuser l'information avant de l'avoir vérifiée. Naïvement, il me semblait que la déontologie dans le journalisme obligeait à vérifier avant de publier. C'est un vieux truc poussiéreux, un peu ringard, avec des téléphones, des sources, des recoupements, des gens qui disent « attends, on n'est pas sûr ». Aujourd'hui, on diffuse, on met du conditionnel, et si c'est faux, on explique qu'on allait vérifier après. Pire, on peut aujourd'hui lancer des fausses rumeurs, salir la mémoire des victimes qui ont eu l'outrecuidance de se mettre sur la trajectoire d'une balle tirée par un policier, et pour la vérité, on repassera plus tard, vers 3h du matin, quand les lumières seront éteintes. On l'a vu après la mort de Naël, avant même que la justice avance, avant même que les faits soient stabilisés, le procès du mort avait déjà commencé. On a parlé de son supposé casier, de sa famille, de son éducation, de son quartier, comme si tout cela pouvait remonter le temps et justifier une balle. 20 minutes rappelaient alors que des affirmations sur son casier circulaient, notamment après des propos tenus sur CNews, et que les avocats de la famille dénonçaient des mentions inventées. Et c'est toujours la même mécanique. Quand une victime gêne le récit, on ne vérifie plus seulement les faits, on fouille sa vie. On ne cherche pas ce qui s'est passé, on cherche ce qui pourrait rendre sa mort plus acceptable. On transforme une victime en dossier à charge. On ne dit pas « il est mort », on dit « oui, mais… ». Le conditionnel, c'est devenu le gilet pare-balles en papier crépon de l'info continue. Ça donne une impression de protection, mais au premier impact, tout le monde saigne. Et le pire, c'est que le sujet lui-même est explosif. On ne parle pas d'un témoignage sur un vol de trottinette ou d'une dispute de voisinage pour une haie mal taillée. On parle de l'affaire Dupont de Ligonnès, une affaire avec des morts, une famille massacrée, un soi-disant fugitif introuvable, 15 ans de fantasmes, de fausses pistes, de portraits robots ratés, de « il aurait été vu ici »,« il aurait été aperçu là ». Ah tiens, ce matin, il était dans la file d'attente du Leclerc de Montluçon. Et pourtant, c'est exactement ce que produit ce genre de télévision. Elle ne crée pas seulement de l'information, elle crée une scène. Une scène où n'importe quel appel peut devenir un événement. Une scène où le réel doit être suffisamment fort pour tenir l'antenne. Bonjour Guy Debord, bonjour la société du spectacle. Chez Debord, le réel est remplacé par sa mise en scène. Ce qui compte, ce n'est plus seulement est-ce vrai, c'est est-ce que ça fait l'événement, est-ce que ça fait frissonner le plateau, est-ce que ça peut créer un moment de télévision. Et le faux prêtre coche toutes les cases. Et derrière cette petite musique médiatique, imaginez si c'était vrai. Mais imaginez si c'était vrai, ce n'est pas une information. À tout le moins, c'est le début d'un mauvais roman. Avec assez de conditionnels, tout devient diffusable. Emmanuel Macron serait peut-être un hologramme. Julien Courbet serait un excellent humoriste. Xavier Dupont de Ligonnès serait peut-être caché dans le décor de scène de ménage. Ne ratez pas le prochain épisode. On peut prendre des risques dans beaucoup de domaines, mais le risque est moral, le risque est humain. Parce que derrière le faux scoop, il y a des gens réels. Derrière chaque emballement médiatique, il y a des morts qui n'ont plus la possibilité de répondre, des victimes transformées en suspects posthumes, des familles obligées de faire le service après-vente de la dignité, des mères qui doivent expliquer que leur fils n'était pas un monstre avant même qu'on accepte de dire qu'il était une victime. Et c'est peut-être ça le plus grave. La télévision adore dire qu'elle donne la parole, mais donner la parole, ce n'est pas ouvrir un robinet à bout. Ce n'est pas vomir de la soupe idéologique dans des cerveaux que l'on gave soir après soir de soupçons, de peurs, de faits divers et d'idées d'extrême droite. Donner la parole, ce n'est pas tendre un micro au premier menteur venu sous prétexte que cela va faire de l'audience. Ce n'est pas transformer une victime en coupable parce qu'elle n'a plus la possibilité de répondre. Ce n'est pas remplacer la vérité par un conditionnel, puis appeler ça du débat. Qu'est-ce qu'une signature vaut quand elle commence à coûter quelque chose ? C'est la question finale de l'épisode Zappon Bolloré. Pour mémoire, tout commence avec une tribune anti-Bolloré, signée par plus de 1000 professionnels du cinéma. Le texte dénonce l'influence croissante de Bolloré sur le cinéma, les médias, l'édition, bref, sur tout ce qui produit autre chose que des éditos de Pascal Praud. Et là, Canal+ répond.
Pas avec un débat, pas avec une tribune contraire, non. Canal+ répond en mode parrain de fin de repas. Très bien, on ne travaillera plus avec les signataires. Signer une tribune, c'est très agréable. C'est beau, c'est collectif, ça donne l'impression d'être dans le bon camp. Et ça prend moins de temps qu'une réunion syndicale. Mais quand la signature commence à avoir un prix, alors là, soudain, certains relisent. Juliette Binoche explique qu'elle regrette le mot fasciste. Jean-Pascal Zadi explique qu'il aurait mal lu le texte. J'ai mal lu le texte. L'opinion devient une option résiliable sous 14 jours. Sartre appelait ça la mauvaise foi, ce moment où l'on refuse d'assumer sa propre liberté. Le signataire veut être libre quand il signe, mais déterminé quand on lui demande des comptes. Il veut dire j'ai choisi, puis immédiatement on m'a mal expliqué. Il veut l'engagement sans les conséquences, la morale sans le service après-vente. Résultat des courses, le compte Instagram de Canal+ a publié une longue publicité listant tous les films disponibles de Zadi sur ses plateformes. Chapeau l'artiste. Cette semaine, la politique française a enfin trouvé le format qu'elle mérite, des petits bonhommes Nintendo avec des grosses têtes, des yeux vides et des voix de robots sous anxiolytiques. Bienvenue dans Tomodachi Life, ou comme on peut l'appeler désormais, l'Assemblée nationale, avec des coiffures personnalisables. Le principe est simple, vous créez des Mi, ces avatars qu'on associait autrefois à Wii Sport. Sauf qu'aujourd'hui, Internet a décidé d'en faire autre chose, une sorte de 5e République en pâte à modeler, un théâtre politique sous LSD, une télé-réalité Nintendo où Emmanuel Macron peut tomber amoureux de Donald Trump pendant que Brigitte débarque pour empêcher l'union sacrée. C'est littéralement l'une des scènes décrites dans l'article de Society et qui parle de ce phénomène. Trump en casquette MAGA, Macron en costard bleu, les deux qui se rapprochent au son d'un battement de cœur, et Brigitte qui s'interpose comme dans un mauvais vaudeville géopolitique. Et ce qui est fascinant, c'est que cette scène n'est même plus exceptionnelle. Depuis la sortie de cette nouvelle version de Tomodachi Life, les clips envahissent TikTok. On y voit Jordan Bardella épouser Gabriel Attal, Marine Le Pen tomber amoureuse d'Éric Zemmour, Anne Hidalgo devenir meilleure amie avec Rachida Dati, ou encore Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon discuter abolition du capitalisme dans un jardin bucolique. Bref, c'est comme si Internet avait pris la vie politique française et l'avait secouée dans un shaker rempli de Capri Sun, de shitpost et de cynisme électoral. On pourrait se dire, bon, ce n'est qu'un jeu. 3 blagues de TikTok, 2 avatars moches, un Macron qui danse avec Trump, et on passe à autre chose. Eh bien, peut-être pas, parce que ce phénomène, il dit quand même quelque chose de notre rapport à la politique. Et ce qu'il dit, ce n'est pas très rassurant. Avant, la satire politique, c'était les guignols de l'info. Il y avait des auteurs, des marionnettistes, un point de vue, une ligne, une méchanceté de travailler, une vraie intention comique. Aujourd'hui, la satire devient collective, éclatée, dispersée. Des milliers de joueurs fabriquent eux-mêmes leurs petits scénarios politiques directement depuis leur console. L'article parle très justement d'une version pixelisée des guignols, mais sans auteur attitré ni marionnettiste. Prenez Marine Le Pen en mi. D'un côté, c'est drôle, une petite Marine Le Pen avec une grosse tête ronde qui chante une chanson intitulée L'argent gratuit sous le nom de scène Marine de Gang. Ça a quelque chose d'absurde, de réjouissant, presque de salutaire. L'article cite une joueuse de 20 ans, connue sous le pseudo de Mérine Le Pen, qui explique que les jeunes parlent de plus en plus politique à travers les refs, et qu'il y a, selon elle, un manque de satire politique aujourd'hui. Elle n'a pas totalement tort. Il y a un manque de satire politique, ou plutôt, il y a un manque de satire politique populaire, massive, partageable, capable de traverser les générations. Les guignols ne sont plus là. Le dessin de presse est attaqué de partout. Les humoristes politiques sont soit rangés dans des cases idéologiques, soit invités sur des plateaux où ils doivent s'excuser d'avoir fait une blague avant même que la blague soit terminée. Une joueuse citée dans l'article explique très bien la mythification, cette tendance à attendrir. Elle explique que l'argument « on veut se moquer d'eux » ne passe pas toujours, parce que cela transforme des personnes problématiques en contenu mignon. Le mignon désarme, le mignon arrondit des angles, le mignon transforme la violence en farce. C'est plus difficile de haïr quelqu'un quand il a une tête de patate et qu'il danse sur une musique débile. Certains joueurs ont même créé une île qu'ils remplissent avec les pires humains possibles pour regarder ce que le moteur de jeu va produire. Un youtubeur cité dans l'article explique avoir créé une île avec criminels, terroristes, figures autoritaires, violeurs, Hitler, Satan et compagnie. Avant de résumer, j'ai créé l'enfer. L'enfer, mais pastel. L'enfer, mais monétisable. L'enfer, oui, mais avec des mini-jeux. Toujours dans le même numéro de Society, on parle de Céline Dion. Il y a 15 ans, avouer qu'on écoutait Céline Dion, c'était l'assurance de se faire regarder de travers. Elle était la ringarde de service, mais la roue tourne. Aujourd'hui, l'anti-cool a dépassé le cool. Portée par la Gen Z qui vénère son authenticité au premier degré, et par la communauté queer pour qui elle a toujours été une figure mythique, Céline Dion est redevenue incontournable. Elle représente l'anticynisme total. L'annonce de ses concerts à Paris, la Défense Arena, a déclenché un véritable raz-de-marée.
9 millions de préinscriptions sur le site de billetterie. Pour vous donner un ordre d'idée, le précédent record absolu était détenu par Taylor Swift avec 3,5 millions de préinscrits. Mais de nos jours, tout conte de fait se transforme en fable capitaliste. La chasse aux billets est devenue un koh-lanta virtuel. Les fans se sont retrouvés broyés par une machine redoutable. La pratique de la tarification dynamique, d'abord, qui fait passer le prix d'une place de 300 à 500 euros au moment de valider le panier, et ensuite des réseaux de scalpers qui utilisent des bots pour rafler les tickets et les revendre à prix d'or. Conséquence, le concert devient un produit de luxe. Au-delà de cette hystérie financière, la vraie question qui plane sur ce retour est celle de la santé de l'artiste. Diagnostiqué en 2022 du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique qui s'attaque directement à ses muscles et à ses cordes vocales, Céline Dion devra assurer ce marathon épaulée par une équipe médicale. Sa voix a sans doute changé, ses performances seront différentes, mais au fond, c'est peut-être ça, la vraie magie de ce retour. Le public n'attend plus la bête de scène infaillible de Las Vegas, mais vient soutenir la femme qui se bat pour retrouver son public. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming audio. Abonnez-vous, mettez des étoiles, cela fait toujours plaisir. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, la nuit du dimanche ou radioverse of multiverse sur Instagram. Tous les liens sont dans la bio, dans la description de l'épisode et sur le site internet lanuitdudimanche.fr. À la semaine prochaine.